Vraiment une merde, t'as aucune volonté. Avec ton gros cul, mais tu vas finir seul. Mais personne voudra te toucher, mais même pas avec un bâton. Alors vous vous en doutez, puisqu'il s'agit du sujet de la vidéo, c'est bien les mots ici d'une femme qui se parle à elle-même. C'est des mots durs, hein. C'est violent. Des remarques qu'on ferait même pas à un proche. Vous imaginez dire ça à quelqu'un d'autre ? Malgré le tabou autour de l'autodépréciation, il faut bien admettre que ce phénomène, on le retrouve partout. Dans les livres ou dans les films, c'est un comportement qui est dépeint comme normal pour les femmes. Please, I hate my calves. At least you guys can wear halters. I've got man shoulder. Apparently there's a lot of things that can be wrong on your body. My hairline is so weird. My pores are huge. My nail beds suck. C'est un peu comme si les films nous avaient appris depuis l'enfance à nous parler durement, à ne jamais être vraiment satisfaite de notre corps. Les livres, les films et les vidéos sur l'estime de soi, il y en a plein, on en trouve partout. Et la solution préconisée par ces médias va toujours être plus ou moins la même. Ah non mais fais plus de sport. Ah non mais mange bio. Le yoga, c'est la vie. La solution que tout le monde prêche pour aller mieux, c'est de faire un travail sur soi. Et donc de se changer individuellement. Le développement personnel, c'est génial. Ça aide à aller mieux, ça aide à se connaître, ça fait évoluer. Mais ça ne fait pas tout. Parce que faire un travail sur soi, dans son coin, ça n'est pas s'attaquer aux vrais problèmes. Nous sommes des créatures sociales. Nous nous construisons dans une société. Ignorer l'influence de notre environnement, c'est se voiler la face. Ok, alors c'est quoi le vrai problème ? Les causes de ce phénomène, il y en a 1000. Des raisons personnelles en lien avec notre histoire, notre parcours de vie, les cercles que nous avons fréquentés, certes. Mais dans cette vidéo, j'aimerais prendre un point de vue différemment. Une approche qu'on entend un peu plus rarement. Tout le monde parle de travail sur soi, moi j'aimerais vous parler des autres. L'estime de soi se constitue au travers de nombreux facteurs. L'un d'entre eux est le regard des autres. Autrui. Moi, je pense pas que ça soit les femmes qui se soient spontanément mises à se dénigrer devant le miroir. Je pense pas que nous soyons rentrés en guerre contre notre corps comme ça, sans raison. Ah tiens, aujourd'hui je vais me détester. Je vais me crier dessus, ça va être génial. Bah oui, l'idée vient de moi. Quoi ? Qui d'autre me l'aurait dit ? Non vraiment t'es chelou, hein ? Non vraiment je te comprends pas là. Et s'il y avait quelque chose dans la société qui nous poussait à avoir ce regard sur nous-mêmes ? Si c'était les constructions sociales qui créaient une pression sur les femmes et sur leur corps ? Et si le problème ne venait pas de nous ? Parce que leur silhouette ne correspond pas aux normes de la beauté, elles souffrent de ce qu'on appelle la grossophobie. T'es grosse, t'es dégueulasse, tu me dégoûtes. C'est une catastrophe. Socialement, les gens sont méchants. Depuis l'adolescence, j'ai dû lutter avec ce dégoût de moi. Je garde le sourire et j'évite tous ces regards. Je crois que je suis d'une génération, on nous en a foutu vraiment plein la gueule avec les stéréotypes, les injonctions, les dictates. Commençons par le commencement. Les femmes sont très regardées, ce n'est un secret pour personne. Les hommes aiment regarder les femmes, ce n'est plus à démontrer. Une étude anglaise montre même que les hommes passeraient en moyenne 43 minutes par jour à observer le corps des femmes, ce qui équivaudrait au total au cours de leur vie à 1 an. Et les hommes ne sont pas les seuls à observer les femmes, puisqu'une autre étude montre que les femmes elles-mêmes passeraient plus de temps à observer les autres femmes plutôt que les hommes. Alors les lieux de prédilection pour cette activité sont les supermarchés, les pubs et les transports en commun. On est donc à l'abri de ce regard nulle part. Dans le métro, sur la terrasse des cafés, dans l'ascenseur du bureau, à la boulangerie, et même en ligne, puisque cette fascination pour le corps féminin se prolonge dans le monde numérique. En ligne, sur les réseaux sociaux, le corps des femmes est observé sous toutes les coutures. Sur Instagram, les posts montrant des corps de femmes ont en moyenne 5 fois plus de likes que les posts montrant des corps d'hommes. Et puis, tout cet engouement autour du corps de la femme n'est pas nouveau. Prenons l'exemple des tenues traditionnelles. Depuis le XVIIIe siècle environ, les tenues de femmes dévoilent beaucoup plus de peau, mettent en valeur leur silhouette et attirent l'attention, avec des couleurs vives. Alors que les tenues traditionnelles d'hommes sont plutôt de couleurs neutres et ne dévoilent pas vraiment le détail de leur forme. Alors que la tendance actuelle est aux tenues amples pour les hommes, la mode accentue les silhouettes de femmes. La forme de leurs fesses, de leurs hanches et de leurs seins est ainsi dévoilée, un peu comme s'il s'agissait d'une information qui devait être rendue publique pour tout le monde. Alors après tout ça, on se dit super, les femmes sont regardées. Et puis quoi alors ? Après tout, ça pourrait être une bonne chose, non ? Une forme de gentil compliment, n'est-ce pas ? Eh bien, pas vraiment, parce que c'est la nature de ce regard qui est problématique. Les films nous donnent cette idée que les hommes ne peuvent pas s'empêcher de regarder les femmes, qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de les mater ou de les reluquer, et que c'est quelque chose de complètement normal et d'acceptable. Le problème avec ce regard, c'est qu'il ne connaît pas vraiment de limite. Dans Retour vers le futur, par exemple, observer une voisine par sa fenêtre est totalement accepté. Ici, George McFly s'infiltre dans l'intimité de la femme qui l'intéresse sans se soucier du respect de sa vie privée. Dans cette scène de The Big Bang Theory, les adorables geeks construisent des voitures pour voir sous la jupe des filles sans leur consentement.
Dans Stranger Things, les garçons observent la nouvelle, Max, à son insu et vont jusqu'à la suivre devant chez elle. On a aussi l'exemple de Spider-Man qui suit et observe Mary Jane partout. Et puis parlons de Twilight avec Edward qui regarde Bella dormir à sa fenêtre sans lui dire pendant des mois. Le problème, c'est que le message implicite qui est donné aux petites filles, c'est que le regard de l'homme est omniprésent. Mais les films vont même plus loin. Ils nous invitent à participer à cette observation. On parle de male gaze. Alors, qu'est-ce que le male gaze ? Iris Bray le décrit ainsi dans son podcast. Les spectateurs et les spectatrices s'identifient au regard de la caméra et que le regard de la caméra est le relais en fait du regard du héros masculin qui lui prend du plaisir en regardant les femmes comme des objets et qu'on apprend collectivement à prendre du plaisir à travers l'objectification des corps. On pourrait presque parler de lavage de cerveau, qui aurait pris place au travers des magazines, photographies, cinéma, publicités, jeux vidéo, bandes dessinées, etc. C'est le cas par exemple dans James Bond. Ici, Monsieur Bond regarde Halle Berry à son insu à travers des jumelles. La caméra adopte donc son point de vue et nous invite nous aussi à nous délecter des courbes de l'actrice. Et en fin de séquence, on voit Bond se ravir de ce spectacle. À travers cette scène, on comprend comment le cinéma nous invite à prendre du plaisir dans l'observation du corps des femmes, avec ou sans leur consentement d'ailleurs. Il existe énormément de films où on retrouve ces petits moments, où la caméra adopte un point de vue d'homme, glisse sur les courbes d'une femme, et nous invite, nous, les spectateurs, à détailler son physique. Alors d'accord, le regard de l'homme est partout, il détaille la femme, il scrute ses courbes. On voit pas encore vraiment où est le problème. Eh bien, un premier problème, c'est que les femmes disent craindre ce regard. Le regard des autres fait peur. En 2018, en France, 68% des femmes disaient s'être déjà senties victimes de harcèlement visuel dans l'espace public, venant d'hommes ou de femmes d'ailleurs. C'est-à-dire des regards insistants ou déplacés qui les mettaient mal à l'aise. En plus de se sentir observées, les femmes anticipent ces critiques et modifient leur apparence en conséquence. Charlotte Rampling explique cela très bien. Elle dit que les femmes françaises sont très conscientes de leur corps, de la façon dont elles bougent et parlent. Et si elles ont été rendues belles, c'est par les Français. La société française les a fait comme ça. Et les recherches abondent dans ce sens. Le regard de l'autre modifie notre comportement. Les femmes s'empêchent par exemple de prendre des risques, s'auto-censurent au travail, osent moins se mettre en avant ou poser des questions lors des réunions. 52% des femmes disaient par exemple avoir peur de commencer la pratique du sport car elles auraient peur d'être observées ou jugées. Mais de quoi ont-elles peur au juste ces femmes ? Pourquoi le regard de l'autre fait-il aussi peur ? Eh bien, si on craint le jugement, c'est parce qu'aujourd'hui, il est socialement accepté qu'on puisse commenter et critiquer le corps d'une femme, qu'on la juge ou qu'on lui mette une note un peu comme un hôtel ou un restaurant sur TripAdvisor. Marie-Claire publiait dans un article « En France, la silhouette d'une femme semble presque faire partie du domaine public quand on voit à quel point tout le monde semble concerné par le poids de chacune. » On peut aussi le voir avec la presse People, qui commente librement les corps des stars, leur prise de poids et les variations dans leur silhouette. Britney Spears s'en plaignait d'ailleurs dans Piece of Me avec sa phrase connue « I'm Mrs. She's too fat, now she's too thin ». Si l'on traduit, je suis Miss trop grosse et maintenant trop maigre. Et si l'on commente le corps des femmes, on se permet aussi d'être insultant lorsque le corps sort de la norme. Plus récemment, c'est une photo de Ella Kingsley qui a fait scandale sur Twitter de par la violence des commentaires à son nom. Si tu as un corps aussi horrible à 21 ans, imagine dans 20 ans. Mais va à la gym, ma fille. Ah, on dirait un gros cochon. Cher moi, si un jour j'ai des fesses comme ça, franchement, j'irais me cacher. Alors pourquoi est-ce qu'on se permet de commenter comme ça ? Et c'est là qu'intervient le concept d'objectification de la femme. L'objectification sexuelle survient quand une personne est considérée, réduite et ou traitée comme un simple corps par autrui. C'est une notion qui a été étudiée par Kant. Aussitôt qu'une personne devient un objet d'appétit pour autrui, tous les liens moraux se dissolvent et la personne ainsi considérée n'est plus qu'une chose dont on use et se sert. On comprend bien que l'objectivation est problématique car elle est déshumanisante. On comprend un peu mieux d'où vient la débâcle de haine vue précédemment. Si le corps d'une femme est traité comme un objet, on peut donc le critiquer librement. Un peu comme on se permettrait de donner son avis sur un hôtel ou sur un objet de mauvaise qualité qu'on aurait acheté sur Amazon. On peut faire un classement, donner des notes, donner son avis, s'envoyer des photos avec ses amis. Alors d'accord, donc la société nous observe, nous juge et nous critique, donc la situation n'est pas terrible. Mais étudions un peu l'attitude des femmes envers ça maintenant. Parce qu'on pourrait combattre cela, non ? Si ça fait aussi longtemps que ça dure, pourquoi est-ce que les choses n'ont pas été inversées ? Qu'est-ce qui fait que cette situation perdure encore aujourd'hui ?
En fait, tous ces facteurs ont permis la mise en place d'un climat culturel objectifiant, dans lequel les femmes et les jeunes filles sont éduquées et évoluent. Et forcément, le climat culturel n'est pas sans conséquences psychologiques pour les personnes qui y vivent. Alors, les femmes doivent surveiller leur apparence pour survivre dans ce monde. C'est un principe qu'elles ont bien intégré. En 2015, selon Ipsos, 81% des jeunes femmes interrogées considéraient même que pour réussir dans la vie, il vaut mieux être belle. Alors, pour y parvenir, les femmes se surveillent elles-mêmes. La philosophe Sandra Bartky adopte un point de vue particulièrement intéressant en étudiant la discipline qu'on requiert des femmes pour qu'elles soient belles. Elle compare cette surveillance à une surveillance de prison. Une prison dans laquelle le gardien serait capable d'observer tous les prisonniers mais sans que ceux-ci ne puissent le voir. Et donc sans savoir qu'ils sont effectivement surveillés. Selon elle, l'état de ce dispositif induit chez le prisonnier un état de conscience permanent. Un état qui assure le fonctionnement automatique du pouvoir. Autrement dit, le prisonnier, en sachant qu'il peut être observé à tout moment, s'autodiscipline lui-même, constamment, et sans que la force ne soit jamais nécessaire. Et toujours selon Sandra Bartky, l'obsession de la beauté repose sur le même mécanisme, c'est-à-dire une autosurveillance permanente. Ce serait donc le mode de discipline que les femmes s'infligent actuellement. Le regard de l'autre semble si omniprésent qu'il serait semblable au regard de ce gardien de prison, qui peut nous voir à tout moment. Une étude portée sur des femmes a montré que le simple fait d'être en maillot de bain créait chez elles cette impression d'être exposée au regard, et même s'il n'y avait personne pour regarder. Et les participantes parlaient de honte, de dégoût de soi. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que les hommes ne décrivaient pas un sentiment de honte. Pour eux, ils parlaient de timidité. On voit donc bien que la honte de son corps est une spécificité plutôt féminine. Dans son livre, Lily Barbieri-Coulon dit que même les femmes au corps de mannequin en viennent à haïr chaque centimètre carré de leur corps. Et qui pourrait la contredire ? Le jugement que nous avons envers nous-mêmes peut être terrible. Il suffit de voir la façon dont les femmes se parlent devant le miroir. Les scènes de larmes parfois dans les magasins, ou le mépris qu'on peut avoir envers nous-mêmes quand on ne rentre plus dans un vieux jean. En fait, le regard que les femmes ont sur elles-mêmes est fragmenté. Parce qu'elles-mêmes sont regardées comme des objets, donc de façon fragmentée. Et c'est pour ça que certaines femmes décrivent une scission qu'elles ressentent entre leur mental et leur corps. Elles parlent d'un combat interne, comme s'il y avait deux voix en elles. Celle dessus la plupart du temps, qui va plutôt très bien, et l'autre, celle qui surgit par moments pour leur dire des horreurs. Alors c'est quoi cette voix négative ? En fait, c'est le jugement, la voix des autres, ce male gaze qui est intériorisé. Hilde Bruch, une psychiatre germano-américaine, explique ce phénomène. Elle explique que ses patientes disent bien avoir deux voix dans leur tête, dont l'une qui serait une voix d'homme, une voix qui les empêcherait de manger et qui les dévaloriserait sans cesse. Alors, pour éviter la critique, beaucoup de femmes créent un faux moi, c'est-à-dire une version un peu améliorée d'elle-même, avec du maquillage, des beaux vêtements et un certain comportement. C'est comme une sorte d'armure pour éviter la critique. Un exemple assez frappant, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles n'ont pas un, mais deux comptes Instagram. Un compte privé, sur lequel elles sont vraiment elles-mêmes, et un compte public, ouvert à tous, sur lequel elles exposent ce faux moi. On comprend donc pourquoi on pourrait presque parler de dédoublement de personnalité. Chez les femmes, le faux moi est très fort, et c'est ce qui nous donne très souvent cette impression d'être impostrice, imposteur, imposteuse, c'est ce qui nous donne ce syndrome de l'imposteur. Alors ok, là ça devient grave quand même tout ça. Mais allons encore plus loin. Pourquoi c'est un vrai problème sociétal tout ça ? Quelle est la conséquence à plus grande échelle ? Et oui, parce que l'objectivation, c'est une arme du patriarcat. Ah non, elle a prononcé le gros mot. Au bûcher, la sale féministe qu'elle est. Alors pourquoi domination ? Premièrement, parce que le fait de ramener une personne à son physique, c'est une façon de la décrédibiliser. C'est une façon de ne pas l'écouter, de rendre son avis moins important. Par exemple, en politique, on n'hésite pas à commenter la tenue des femmes alors qu'on ne le ferait pas avec un homme. C'est par exemple ce qui arrive à Cécile Duflot quand on a sifflé sa robe à fleurs. Une étude montre que même pendant le confinement, 40% des femmes interrogées s'étaient vues demander de porter du maquillage ou de changer de tenue pendant les réunions qui se tenaient à distance. Est-ce que ça, c'est pas une façon de décrédibiliser quelqu'un ? Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on peut parler de domination ? Parce que toutes ces considérations physiques, c'est du temps perdu. En fait, c'est une façon d'occuper la femme, de la contrôler. On lui donne des préoccupations dont les hommes sont, au moins en partie, exempts. Aujourd'hui, la beauté, l'alimentation, la mode occupent une part énorme du champ mental des femmes. Avec encore une fois, 33% des jeunes filles qui se déclarent obsédées par leur poids. Certaines disent y penser tout le temps, à longueur de journée, et pas juste 3 fois au moment des repas. Et si le cerveau est occupé à ça, c'est au détriment d'autres choses. C'est une perte de temps de cerveau disponible. La féministe, elle continue avec ses arguments féministes. Ah non, mais moi, depuis qu'elle a dit patriarcat, de toute façon, ça m'intéresse plus cette vidéo, quoi. Ok, alors parlons de ces articles dans Vogue, Cosmo, Elle, qui s'appelle « Mincir sans y penser ». Mincir sans y penser.
En fait, le but de ces articles, c'est d'aider la femme à se contrôler à chaque instant. Résister à l'appel du sucre, prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur, se laver à l'eau froide, se tenir droite, que des choses géniales quoi. Ah non, mais la domination masculine, ça n'existe pas. Le dernier point, pour moi, c'est le pire de tous, parce qu'il suit la logique du diviser pour mieux régner. La chose la plus terrible dans ce mécanisme, c'est qu'en fait, il est perpétué par les femmes. Parce qu'à travers les âges, malheureusement, la beauté était la meilleure chance qu'une petite fille pouvait avoir pour se faire une place dans ce monde. Parce que le mariage constituait la seule perspective d'avenir pour les femmes. Et donc, c'était les femmes dans les familles qui pressurisaient les jeunes filles. En Chine, c'était les mamans qui bandaient les pieds des petites filles. L'excision est pratiquée par les femmes. Alors en France, on n'a rien d'aussi extrême. Mais quand même, les mamans éduquent leurs petites filles à être douces, soignées, à ne pas avoir trop d'opinions, alors qu'elles encouragent leurs petits garçons à être courageux, forts et à se salir. Et puis, lorsque les familles ne sont pas en train de mettre de la pression sur leurs enfants, les femmes se regardent entre elles. Elles se jugent les unes les autres, s'intimident. Il est plutôt triste de se dire qu'aujourd'hui, la majorité des femmes craignent le regard des femmes plutôt que celui des hommes. Et ça, c'est le résultat de la pression du regard. C'est cette voix d'homme qui s'est infiltrée dans nos cerveaux et qui nous fait croire qu'on est sous attaque permanente. Qui nous fait croire que si on ne donne pas l'assaut la première, c'est nous qui allons nous faire critiquer. Bon, alors quoi du coup? Est-ce qu'on peut changer ça ou est-ce qu'on est foutu? C'est vrai qu'actuellement, on fait des petits efforts dans notre coin. On va au sport, on mange moins, on lit des livres pour aller mieux, on fait du yoga, on médite. En fait, on a une démarche hyper solitaire. Comme s'il y avait vraiment que nous qu'on pouvait changer. Et si on abandonnait cette idée que c'est nous, individuellement, qui ne sommes pas assez bien? Maintenant qu'on voit que le problème est systémique. Et si on cherchait une solution systémique? C'est triste, non? De se dire que le seul endroit où on peut être vraiment soi-même, c'est chez soi, sur son canapé, avec son meuble de café et son ordi sur les genoux. Que le monde de dehors, il est juste nul et agressif. Moi, je vois mon petit frère avant de partir de la maison, il enfile le premier truc qui lui tombe sous la main, il se coiffe à peine, se regarde même pas dans le miroir. Mais c'est quelque chose qui est impossible quand t'es une fille. Au moins tu te douches, tu te brosses les dents. Mais moi je rêve d'un monde où on pourrait tout faire ça. Un monde où on pourrait juste enfiler un truc un peu moche et gambader dans les ruelles, et pas se sentir épié tout le temps. Un monde où on pourrait poster des photos de nous sans maquillage. Un monde où une femme politique pourrait être écoutée pour ses propos, sans qu'on commande sa coupe de cheveux. Un monde où on aurait tout notre temps de cerveau disponible pour nous, pour nos études, pour notre travail, pour nos projets. Alors voilà, je pense que le premier pas, c'est de réaliser que c'est pas une situation obligatoire. C'est de s'intéresser au sujet, de faire des recherches, de lire des livres, d'en parler avec ses copines, avec ses copains, peut-être de partager cette vidéo. C'est de se demander, quand on se regarde dans le miroir, d'où vient cette petite voix qui nous dit des choses. Et c'est surtout de prendre conscience qu'en 2020, oui, il y a bien un problème et il ne vient pas de nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si tu l'as aimée, tu peux liker, tu peux t'abonner à la chaîne et surtout la partager avec tes copines pour qu'elles aussi prennent conscience du problème.